Oui, alors ça c'est vrai, les sols abritent énormément de biodiversité. On compte selon les estimations entre un quart et 60% de toutes les espèces vivant sur le globe terrestre, sur Terre, vivent sous terre, dans les sols. C'est notre réservoir de biodiversité très ordinaire. 1 gramme de sol, plusieurs milliers d'espèces de bactéries. Non, la santé des sols, ce n'est pas un problème agricole, c'est un problème pour la qualité de nos aliments qui viennent des sols, c'est un problème pour la qualité de l'eau qui percole dans les sols et peut se retrouver polluée ou au contraire nettoyée par les sols, et puis aussi pour la qualité de l'air, où tout ce qui ressort des sols quand il pleut et que l'air est chassé du sol, où toutes les poussières peuvent véhiculer éventuellement des choses toxiques. La santé des sols, c'est notre santé. Alors le sol est un puits de carbone au sens où il y a de la matière organique morte qui se décompose très lentement, qui reste 10, 100, 1000 ans. Et le carbone de la matière organique du sol, qui fait la couleur noire du sol d'ailleurs, c'est 3 fois autant que le carbone qu'il y a dans le CO2 de l'atmosphère et 2 fois autant que le carbone qu'il y a dans la biomasse vivante sur Terre. C'est le principal stock de carbone et c'est celui où on doit stocker du carbone tout autant que dans les forêts pour lutter contre le changement climatique. L'imperméabilité des sols qu'on obtient quand on artificialise, quand on bétonne, quand on gravillonne, quand on bitume un sol, c'est quelque chose qui a plusieurs effets sur l'eau. Effectivement, l'eau ne rentre plus dans le sol, donc vous augmentez le risque d'inondation. L'eau ne rentre plus dans le sol, donc elle ne va pas s'évaporer et nourrir des plantes qui rafraîchiront l'atmosphère en été. Mais c'est aussi quelque chose qui va faire que l'eau ne passe plus dans le sol avant de ruisseler. Or, le sol, c'est ce qui nettoie l'eau. C'est un filtre avec des microbes qui attaquent les molécules toxiques du sol et un filtre physique. Donc l'eau n'est plus filtrée. C'est aussi un problème de qualité de l'eau. Les sols pollués ne se régénèrent pas en quelques mois. Il faut les dépolluer. Pour les métaux lourds, on plante des végétaux qui extraient les métaux lourds que l'on récolte de façon à emmener les métaux lourds indirectement. Pour les pollutions par des hydrocarbures, on a recours à des micro-organismes, mais ça prend du temps, ça coûte entre 100 et 1000 euros par mètre carré. Il vaut mieux pas polluer un sol que d'avoir à le dépolluer, d'autant que dépolluer un sol, c'est surtout le rendre non toxique pour ceux qui vivent là, mais pas forcément de nouveau productif et de nouveau capable de produire des aliments comestibles. Alors c'est vrai dans l'état actuel des connaissances, parce que les connaissances changent et les préconisations peuvent changer, c'est vrai que l'agroécologie, c'est une solution pour avoir des sols en meilleure santé, avec des méthodes minimisant le labour, des méthodes optimisant l'apport de matière organique dans les sols, parce que c'est la colonne vertébrale de leur fertilité et de leur structure, et des méthodes de couvert permanent, c'est-à-dire de végétation qui en permanence va aider le sol à vivre et à se maintenir. Alors c'est vrai que la phytoremédiation est une façon de dépolluer les sols, soit pour en extraire les métaux lourds, soit pour contribuer à détruire des molécules toxiques, mais là c'est plutôt des microbes associés aux plantes qui vont faire le travail. C'est vrai, c'est la solution, mais évidemment c'est une solution lente. Ça nous montre que le vivant est une solution, il faut s'en rappeler, et comme c'est lent et coûteux, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à limiter la pollution des sols. Alors c'est vrai que l'épandage de compost venu de la ville, vous et moi nous produisons entre 100 et 150 kg de déchets organiques par an dans nos vies. C'est vrai qu'effectivement cet apport-là peut être bon pour amener de la matière organique, de l'azote et du phosphate au sol. C'est à la fois un engrais et un amendement au sens où ça améliore les sols. Mais attention, il faut avoir bien trié, il ne faut pas qu'il y ait de traces de métaux lourds et surtout aucune trace de plastique. Le tri ici est la vertu maîtresse. Alors oui, c'est un vrai problème l'arrivée de microplastiques au sol qui les rend plus poreux mais moins capables de retenir l'eau. Et donc ça c'est pas très bon. Ensuite, microplastiques qui rentrent dans les plantes. Ces microplastiques qui viennent de l'atmosphère. Pensez que dans les parcs canadiens, on a un flux de 20 kg de microplastiques par hectare et par an. Alors ça vient de l'air. Hein. Et tout ça, ça rentre dans les végétaux, dont ça diminue le rendement, ça diminue la qualité et surtout, finalement, ça finit dans notre assiette. Alors l'Union européenne avait déjà un programme Caring for Soil is Caring for Life qui visait à restaurer 75% des sols européens en 2030, sachant que 60% sont en mauvaise santé, 60% au moins. Et puis plus récemment, il y a des textes de loi qui sont passés, qui sont relativement ambitieux, mais alors
autant l'Europe s'est mobilisée en général, autant tout dépend encore de notre capacité à transposer ça en actions effectives et en droits nationaux. On attend de voir si effectivement la volonté européenne et les législations européennes seront vraiment suivies sur le terrain, dans un contexte où l'agriculture est en difficulté par ailleurs. Alors c'est faux que la dégradation des sols ne considère que 20% des sols à l'échelle européenne. Rien que pour l'érosion, par exemple, c'est 60% des sols au moins qui sont menacés. Et puis, quand on pense aux microplastiques qui pleuvent partout, ça c'est effectivement quelque chose qui est global, diffus. Il y a donc une menace générale qui nécessite que dans toutes les actions et que tous les acteurs, et pas seulement les agriculteurs, prennent conscience du fait que le sol est une ressource non renouvelable à l'échelle humaine. Elle l'est à l'échelle des millénaires, mais elle n'est pas à l'échelle de la transmission intergénérationnelle et qu'il faut vraiment s'en occuper. L'Europe a légiféré, mais chacun d'entre nous maintenant, comme consommateur, comme électeur, comme agriculteur, comme gestionnaire du paysage, doit en prendre conscience. Alors il est vrai qu'il existe quelques exemples de réhabilitation des sols à grande échelle. Je ne parle pas de moments où on décaisse le sol et où on ramène du sol d'ailleurs, parce que ça, on n'a rien changé. Non, je dis qu'il y a effectivement des bioremédiations par des végétaux ou des microbes qui réussissent, mais elles sont chères et aujourd'hui, on n'a pas vraiment, malheureusement, les moyens de faire ça partout où des sols ont été pollués, partout où des sols ont été intoxiqués. Mais attention, en revanche, en milieu agricole, comme les agriculteurs n'ont pas complètement tué les sols, de bonnes pratiques de fertilisation organique, de couverture permanente et de labour minimal peuvent permettre en quelques années de redresser la vie des sols et derrière ses fonctions climatiques, ses fonctions sur l'eau et ses fonctions de fertilité.